Alors, nous allons commencer cet webinaire. Merci d'être présent à cet webinaire. Donc, cet webinaire fait suite à notre dernier webinaire sur le même sujet que nous avons un petit peu complété avec l'expérience des premières CRM 124 et des retours de nos clients, etc., de nos clients et prospects. Donc, alors nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, j'insiste. C'est bien que réel, la CRM de rappel est arrivée. Alors, bon, rapidement, vous nous connaissez la plupart, hein, nous sommes des spécialistes de la paie, nous sommes une équipe composée de spécialistes de paie, hein, nous sommes plus de 20 collaborateurs. Depuis 2019, nous travaillons sur la DSN. Nous sommes des gens complètement indépendants de tout type d'éditeurs ou d'organismes et nous sommes pour les grandes entreprises et vous-même pour la sécurité ISO 27001 avec bien sûr toutes les conditions concernant le RGPD. Moi-même, Alain Forêt, je suis le directeur général et le cofondateur de la solution ZenDSN et mon expérience est plutôt à l'origine financière et comptable puisque j'étais directeur financier d'un groupe de travail temporaire et ensuite j'ai créé un logiciel de paie qui s'appelait NetPay jusqu'aux années 2000, en 2000, hein, dans la première solution de paye et donc je suis tombé dans la paye après être comptable et c'est une passion pour moi la paye. Alors, notre raison d'être rapidement, j'avais créé en 2019, pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que la DSN arrivait et que c'était un risque futur pour les entreprises, donc les aider à analyser la DSN pour sécuriser toutes les aidants, se mettre en conformité avec les paramétrages à refaire, avec les éditeurs, etc., et les pratiques aussi de paye interne. Réduire donc de ce fait le niveau de risque en termes de risques financiers et sociaux. Et puis derrière, je me suis rendu compte que cette DSN était une super base de données et qu'elle pouvait être bien exploitée pour faire nos KPI. Ça a évité plein d'interfaces puisqu'elle est déjà structurée. Et donc, en complétant certaines données, il était facile d'utiliser la DSN pour faire du reporting social. Alors, on va parler aujourd'hui de la CRM de rappel et de la DSN de substitution. Donc, on va rappeler un petit peu. Donc, aujourd'hui, les différents types de CRM que vous recevez tout le long de l'année qu'il faut analyser. Ça évitera votre CRM de rappel, hein, et éventuellement la DSN post-substitution. L'important, c'est de bien analyser vos CRM 119 qui arrivent 4 heures après avoir déposé votre DSN, la CRM 120 qui arrive 5 jours après l'échéance de la DSN, et la même chose pour le MSA, pour la 130 et la 136. Derrière, il y a 2 autres CRM spécifiques qui existent, la 118 pour vos effectifs calculés pour les URSSAF et le MSA, et la 121 qui est l'identité, qui concerne principalement le contrôle de cohérence de votre numéro de sécu avec le nom et le prénom du salarié pour voir s'il y a bien des bonnes correspondances et que votre numéro de sécu est bon. Derrière, suite à ça, donc tous les ans maintenant, depuis 2025, ça a commencé, mais c'est surtout à partir de cette année, vous avez la CRM 124, qui est le récapitulatif de toutes vos CRM 120 du moins, de l'année précédente, hein, que cette année, vous avez reçu à partir du 13 mars et jusqu'au 23 mars, vous avez dû recevoir des CRM 124 qui reprennent toutes les CRM 119-120 qui n'ont pas été corrigées pour l'année 2025. Donc, il y en avait eu un test en mars 2025 pour l'année 2024. Actuellement, les MSA, les gens qui sont MSA ne sont pas concernés, mais l'année prochaine, le MSA rentrera dans le phénomène des CRM de rappel à partir de mars, et ça sera la CRM 125. Après avoir substitué, ça veut dire que quand vous aurez eu la substitution, si vous ne corrigez pas vos CRM, il y aura donc une post-substitution, une CRM 132 qui vous informera des substitutions effectuées vers mi-2026, juin 2026, et pour l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, il y aura la 134 pour la MSA mi-2027. Quelques typologies quand même de volume. Au 30 mars, hein, ça veut dire qu'on a réactualisé notre slide de la dernière fois. Il y a actuellement en CRM URSSAF 119 et 120, 173 contrôles. En MSA 130 et 136 qui sont actuellement existants, il y a 117 contrôles. Et donc, identité, il y a 22 contrôles. Bon, bien sûr, il y a la CRM des effectifs. Je rappelle que la projection pour 2028 est actuellement sur un référentiel unique, que ce soit URSSAF, MSA, comme tout ce qui est autres organismes, comme les Agères Carco, les caisses de retraite, etc. Il est prévu de regrouper sur une CRM 823 contrôles. Je crois que ça s'alimente de plus en plus. Hein, mais voilà un peu, ça serait une CRM inter-régime. Donc, vous n'aurez plus qu'une seule CRM pour tous les organismes à analyser, donc qui facilitera des fois certaines choses.
Conséquence pour les entreprises, davantage de contrôles à analyser, donc il faut être très rigoureux dès le départ de votre DSN à la sortie de la paye, ça veut dire vérifier, il est important de contrôler en amont, ça évitera des CRM, et puis bien sûr une plus grande transparence, mais aussi plus de complexité en général pour les payeurs. Hein. Alors, la CRM de rappel apparaît donc quand une anomalie signalée n'a pas été corrigée dans les DNSN suivantes. Alors, il rappelle que ces anomalies marquent une étape supplémentaire de mise en conformité. Objectif, inciter fortement à corriger avant le passage à une substitution imposée. Bon, j'ai rappelé les échéances clés, on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, pour l'URSSAF, c'est les 119 et 120 qu'on a récupérés sur la période de décembre, d'accord? Et on récupère en mars 2026, MSA pareil. Les CRM de rappel sont le dernier avertissement avant que l'organisme substitue lui-même des données. Alors, quelque chose d'important, il était prévu, alors on a constaté des anomalies, que normalement, si vous corrigiez des anomalies sur janvier-février qui concernaient la CRM 124, des anomalies de 2025, normalement, on ne devait pas les retrouver en CRM 124. Actuellement, on constate que même s'il y a eu des corrections de blocs de régule en CRM de janvier et février, donc on a commencé à creuser pour chercher, ils n'ont pas été pris en compte dans la CRM 124. Donc, des fois, faites attention, j'insiste, regardez quand même s'il n'y a pas eu des blocs de régule de fait en janvier-février qui annuleraient la CRM de rappel de 124. On a constaté ce cas sur un ou deux cas chez nous, sur des clients. Donc, c'est peut-être à contrôler. Hein, alors, je dis pas que c'est sûr, mais on aurait quelque chose, des fois, qui serait mal passé sur des CRM corrigés en janvier-février. Donc, la DSN de substitution, le principe, c'est si les anomalies relevées par les CRM de rappel ne sont pas corrigées, l'organisme substitue les données en DSN, ça veut dire qu'ils vont corriger si vous ne corrigez pas. Le calendrier pour l'URSSAF, c'est à partir de mi-2026 par une CRM 132 post-substitution, et ça sera en 2027 pour le MSA en plus. Bien sûr, il y aura toujours l'URSSAF aussi en mi-2027. Alors, aujourd'hui, l'alimentation des contrôles CRM mensuels pour la DSN de substitution se fera progressivement. Actuellement, il n'y a que deux anomalies en CRM qui sont remontées en DSN de substitution, qui sont le DIPA 01I et le DIPA 01J, qui sont actuellement à contrôler, à analyser et à corriger. Attention, c'est très important. Alors, les anomalies substituables, les exclusions en 2026. Donc, on est bien d'accord qu'il n'y a bien que ces deux identifiants de CRM qui sont les DIPA 01I et la DIPA 01J. Attention, nous constatons que toutes les anomalies, alors vous savez que c'est le nombre de jours calendaires qui permet de déterminer le plafond. Donc, c'est une zone qui est utilisée aujourd'hui par les caisses de retraite à GIRCARCO quand vous avez des problèmes avec la GIRCARCO que vous recevez par DSN fiable, en fin de compte, ou par des informations comme quoi vous avez des problèmes sur le recalcul de vos cotisations à GIRCARCO. C'est la même zone qui sert. Mais attention, autant que la GIRCARCO va contrôler beaucoup de populations, autant que celles qui sont les DAP 01I et DAP 01J concernent que la vieillesse URSSAF. De ce fait, certains contrôles, vous pouvez avoir, nous, c'est ce qu'on se constate chez nous, on a des contrôles plus importants, nous, par exemple, on peut avoir peut-être 80 anomalies sur un dossier, mais qu'on va avoir en CRM qu'une vingtaine de dossiers. Pourquoi ? Parce que sont neutralisés au niveau de la DIPA 01I et DIPA 01J certaines populations. Alors, certains salariés sous convention de forfait jour, par exemple, qui, par exemple, ont été en forfait jour, mais qui ont un multi-employeur ou qui sont proratisés en forfait jour, parce qu'aujourd'hui, la zone n'existe pas dans la DSN, tous les gens qui sont en temps partiel thérapeutique ne sont pas traités. Les salariés non mensualisés, ça veut dire tout ce qui est intermittent, saisonnier, tout ça, ne sont pas pris en compte. Les expatriés font très liés. Certaines exonérations, aides à domicile, etc., ne sont pas pris en compte au niveau de certaines populations. Des dispositifs politiques publics et conventionnels ne sont pas aussi traités dans ce contrôle aujourd'hui. Et les mandataires sociaux. Bon, il y a une liste que vous pouvez retrouver sur la FAQ de la webconférence de l'URSSAF qui permet de vous avoir la liste. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous, ZDSN, on vous a signalé des anomalies sur des problèmes de jours de plafond qu'il ne faut pas les corriger parce qu'ils ont une incidence sur la caisse de retraite. Donc, si vous ne les corrigez pas en plus pour la vieillesse, ce n'est pas grave parce que la vieillesse, il n'y a pas tous les contrôles qui sont faits au niveau du DIPA, des deux CRM d'anomalies, mais la vieillesse sur les caisses de retraite, ces contrôles vont intervenir demain puisque c'est ce qu'on constate aussi, nous, sur les années passées, le problème du jour calendaire. Et là, les populations
plus de populations sont traitées. Hein. Donc, j'informe ce sujet-là parce qu'on a tendance à se dire on traite que ça, mais il vaut mieux regarder aussi toutes les anomalies qui ont été détectées chez nous sur ce problème de jours calendaires, puisqu'on les retrouve en caisse de retraite. D'accord? Donc, c'est que certaines exclusions pourraient être, bien sûr, ces exclusions, normalement, sont faites pour être supprimées au fur et à mesure des années, donc l'année prochaine. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez des anomalies éventuellement sur, par exemple, des calculs de jours de plafond qu'il ne faut pas tout corriger pour l'année prochaine, puisque si en 2026, il y a des anomalies, en 2027, vous les aurez peut-être en CRM de rappel. Hein. Donc, il y a, par exemple, une nouvelle fiche de consigne qui précise qu'à compter de 2027, la norme P27V01, une nouvelle rubrique devrait être renseignée en DSN pour indiquer l'application ou non de la proratisation du plafond de sécurité sociale pour les salariés à temps partiel ainsi que ceux en forfait jour. Vous savez qu'on peut, sur un forfait jour qui n'est pas à temps complet, dire aujourd'hui, le salarié peut décider de proratiser son plafond. Et ça, cette zone-là n'existant pas en DSN, il n'est pas possible de le contrôler en DSN si par rapport au nombre de jours calendaires, vous calculez bien le jour de plafond. Alors, c'est très théorique, mais des gens vont arriver en DSN supplémentaire, donc qui vont être contrôlés après par des CRM. Alors, la DSN de substitution, les dates clés, nous, on est parti de la source de l'URSSAF, il ne faut pas aller plus loin. Ils ont des belles présentations au niveau de l'URSSAF concernant leur webinaire, web conférence. Hein. Donc, la régularisation des anomalies aura lieu en 2025 grâce au suivi des DSN d'URSSAF. Hein. Donc, c'est bien l'URSSAF, ça ne concerne que la vieillesse, je suis bien, attention, avec la CRM de rappel annuel, d'accord. Donc, il faut consulter entre le 13 et 23 mars, récupérer vos CRM 124. Le petit souci, c'est que des fois, vous savez pas si vous avez des anomalies ou pas. On vous dit pas, vous avez une CRM 124 sans anomalie. Donc ça, il faut faire très attention de bien récupérer vos CRM 124. Et puis après, entre mars et mai, soit il faut faire des blocs de régule. Donc là, on arrive déjà au 6 avril. Ça veut dire qu'on ne peut plus passer des blocs de régule sur mars. Il ne reste plus que le mois d'avril pour faire des blocs de régule si c'est des régularisations, parce qu'il y a des mauvais traitements dans la DSN qui a été envoyée en 2025. Et puis sinon, il faut prendre des dialogues avec vos correspondants d'URSSAF pour essayer de bloquer la situation pour éviter une DSN de substitution si vous n'avez pas le temps de corriger ou s'il y a des contestations sur ce qu'il y a de vos CRM. Hein. Donc, régulariser pour éviter la substitution. Date limite de régularisation entre le 5 et le 15 mai. Donc, vous ne savez plus que sur la DSN d'avril maintenant. Et la DSN de substitution, je le rappelle, c'est au mois de juin. Alors, petit cas pratique, on a essayé de vous faire un cas pratique d'une CRM 124. Donc, correction de la base plafonnée de vos collaborateurs. Donc, c'est bien la correction de la base plafonnée de vos collaborateurs concernant la vieillesse. Ça va corriger aussi, bien sûr, les données de la GERCARCO, mais il peut y avoir plus d'anomalies sur la GERCARCO sur les jours calendaires, sur le calcul de la tranche 1, la T1, les tranches de plafonnées, parce qu'il y a certaines populations, comme je vous le disais, qui, dans la vieillesse, ne sont pas prises en compte dans les CRM. Donc, le but, c'est de recalculer la base plafonnée à partir des données de la SN pour chaque salarié, à partir de la date d'entrée, sa date de sortie, son titre d'activité temps partiel, temps plein et le nombre de jours calendaires. Alors, moi, je vous conseille de le faire pour tous les salariés, même s'ils ne sont pas en CRM 124. Donc, ça, c'est la première étape, c'est vérifier que quand vous prenez vos DSN, si vous avez un outil pour le faire, de contrôler que le nombre de jours calendaires que vous avez avec qu'il y a été déclaré et recalculer votre plafond, c'est bon. Deuxième étape, c'est recontrôler que dans votre DSN, votre bloc 78 a bien été alimenté. Ça veut dire que l'assiette brute plafonnée qui sort de votre journal de paye en global de l'année pour l'année correspond bien au bloc 78 de l'année que vous avez déclaré en DSN. Parce que si vous avez aussi un équerre dans le bloc 78 parce que le plafond de la sécurité, le plafond envoyé en bloc 78 a été mal déclaré, il y a déjà un problème de ce côté-là. C'est certain que l'administration ne va pas s'y retrouver avec le contrôle du nombre de jours calendaires, le recalcul du plafond, et si en 78, ce n'était pas le bon plafond qui était sur la paie. Donc ça, c'est important de commencer aussi à contrôler que le total de votre bloc 78 correspond bien à votre journal de paye, ça veut dire à toutes vos payes de l'année, sur le plafond de la sécurité sociale de l'ensemble de vos salariés. Quand vous avez identifié les écarts, donc il y a plusieurs types d'écarts par période de paye. Soit l'écart est dû à une mauvaise déclaration du nombre de jours de calendaire sur la période, d'accord, ça c'est le premier cas, d'accord, ça veut dire qu'il a été déclaré, par exemple pour le mois de mars 2025, 31 jours, pendant que le salarié en DSN, pendant que sur le salarié, il y avait une journée où il n'a pas travaillé, qu'il avait une absence
non rémunérés, normalement, vous auriez dû déclarer 30 jours. Votre paye a bien calculé sur 30 jours de plafond, sauf qu'en DSN, vous avez envoyé 31 jours. Donc, obligatoirement, il y a un écart au moment du recalcul du plafond. Donc, c'est à cause du nombre de jours de plafond qui a été mal calculé, qui a été mal envoyé en DSN. Ça veut dire, au lieu d'envoyer 30, on a envoyé 31. Ça, c'est le premier écart. Deuxième écart, soit l'écart est dû à une mauvaise déclaration des modalités de temps de travail. Donc, ça veut dire que vous avez déclaré un salarié, il était à 151h67, sauf qu'il est passé en temps partiel et vous avez laissé cette quotité de temps complet à 151h67. Depuis, par exemple, le mois de mars, il est passé à 121h34. Donc là, il y a une erreur. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la proratisation du plafond puisque vous êtes resté à 151h67 dans la DSN pendant qu'il est bien passé à 121h34. Donc, bien sûr, l'administration va recalculer un plafond complet au lieu d'un plafond proratisé par rapport à son temps de travail. Donc là, c'est un problème de temps complet, temps partiel et d'heures contractuelles qui ont été déclarées dans le contrat du salarié. Soit c'est l'écart, autre écart. Alors, bon, il peut y avoir aussi des écarts entre les dates d'entrée et dates de sortie. Et l'autre écart qu'on rencontre, c'est une erreur de plafond dans la paye. Donc, ce coup-là, c'est réellement un problème de calcul de plafond dans votre logiciel de paye qui fait qu'à la fin, il y a réellement une CRM qui va faire une DSN de substitution. Alors, attention, les conséquences de cette étape. Alors, je n'ai pas mis l'écart si le bloc 78 n'est pas bon. Il faut déjà régulariser dans DSN le bloc 78 pour envoyer les bons plafonds à l'administration. C'est un bloc de régule. Donc, la quatrième étape, c'est la régularisation des écarts via des générations de blocs de régule. Donc, il faut soit régulariser les blocs 51 et 53 pour l'écart constaté en nombre de jours de calendaire, soit régulariser le bloc 41 si c'est bien sûr un problème de période, ou refaire un bulletin complémentaire avec une période de rattachement en 2025 si c'est le bulletin de paye qui a envoyé un mauvais plafond. Ça veut dire que le plafond n'était pas bon, donc il faut refaire un calcul de paye rétroactif puisque vous avez des problèmes de cotisation salariale aussi, où c'est que le net à payer et le montant du net social va changer. Donc, il faut faire un bulletin de paye complémentaire avec une période de rattachement en 2025 pour renvoyer quelque part dans le bloc 78 le bon plafond qui aurait dû prendre en compte pour cette période-là. Bien sûr, je n'ai pas évoqué ce cas-là. Si par hasard, vous n'avez mal envoyé complètement dans l'année, les plafonds de chaque salarié n'est pas arrivé correctement en DSN dans le bloc 78, il faut faire un bloc de régule de tous les plafonds de l'année dans le bloc 78 avec les bonnes périodes de rattachement. Alors, c'est très technique, m'excuse, mais c'est le problème du cahier des charges de la DSN. Donc, je vais essayer d'illustrer une correction de cas pratique. Donc, on va parler surtout du nombre de jours de… Parce que nous, on constate globalement, c'est plutôt le nombre de jours de plafond qui est mal déclaré, d'accord. Quand on constate le 78, nous, on l'a constaté quand nos clients, nous, en général, on l'a constaté avant, quand on a fait le rapprochement du journal de paye avec la DSN, on constate dans ces cas-là si le bloc 78 n'est pas bon. Donc, on va régulariser, on a une paye, on a une CRM 124, anomalie de plafond sur un collaborateur en février 2025, à corriger sur mai 2026. Donc, en paye, on avait bien calculé sur la base de 7 jours de plafond sa paye, parce qu'il avait une absence de 12 jours non rémunérés, sauf qu'en DSN, on a envoyé 28 jours. Donc, on a un écart de 12 jours qui ont été déclarés à tort dans la DSN. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut générer un bloc de régularisation dans la DSN de avril pour fin mai, donc pour qu'au mois de mai, ça soit pris en compte. Donc, c'est plutôt maintenant dans la DSN de avril. Il y a une petite faute sur on remodifiera le support, mais c'est générer au plus tard des blocs de régule dans la DSN de avril 2026, puisqu'il faut que ça soit envoyé pour le 5 mai. Donc, au niveau de l'individu, il faudra quelque part recréer le bloc 30 si le salarié est sorti, recréer le bloc 40 s'il est sorti, recréer le bloc numéro 50 et mettre une régularisation sur les blocs 51 et 53 en disant qu'il y a moins de 12 jours sur la période de 2025. Conséquence, information correcte, puisqu'on avait 28 jours en février 2025, on dit moins 12 jours, on aura bien les 16 jours. Donc, l'administration constatera que vous avez régularisé votre nombre de jours et qu'ils sont d'accord maintenant sur le calcul du plafond. Alors, comment que ça se situe dans un bloc de régule? Vous avez donc votre DSN. Alors, nous, NDSN, on intègre, quand on fait nous les blocs de régule pour les clients, parce qu'ils n'ont pas de possibilité de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre DSN du mois, d'accord?
on va y intégrer à l'intérieur du bloc 50 un enregistrement qui dit qu'à un moment donné, je vais dire que pour la période de janvier 2025 à février 2025, sur le code, le numéro de contrat 1, sur le type de rémunération brute plafonnée sur le code 13, je vais y dire que je veux une mesure de -12 pour signaler que j'ai, avec le code 40 derrière, comme quoi que c'est des jours calendaires, pour dire qu'il faut régulariser sur 2025, -12, que je vais intégrer dans ma DSN du mois d'avril maintenant. Hein, donc là, on avait pris une DSN du mois de janvier, mais ça aurait pu être fait avant. Hein, mais si on avait fait la DSN d'avril, ça serait la période sur la période de paye du mois d'avril. Ici, on aurait intégré à l'intérieur du bloc de régule ces données-là. Hein, donc, vous voyez, ce qu'on doit intégrer s'il n'y a que ça d'anomalie. Bien sûr, si en plus le salarié n'est pas créé, il faut recréer le bloc 30, le bloc 40 dans la DSN du mois. Bon, donc, CRM autre que cas, j'ai une anomalie sur le temps de travail d'un collaborateur. Ça veut dire qu'en février 2025, qu'on va corriger en mai 2026, c'est toujours avril 2026, puisqu'on doit le corriger au plus tard en avril 2026. On va passer à temps partiel au 1er février, 80%, pendant qu'il a toujours été déclaré en temps complet. Donc, c'est une saisie d'information de passage de temps partiel de temps complet à temps partiel, d'accord? Donc, on va générer dans le bloc individu 30, 40 et 41 avec le bloc de 41 de correction, hein, en régularisation de DSN. Donc, comment ça se passe? Donc, dans le bloc 30, on renvoie le bloc 30. Dans le bloc 40, on va dire que c'est la valeur à corriger, on a 121,34, c'était la valeur à prendre en compte, avec ici de temps partiel, avec une profondeur qu'on va mettre ici, on va dire qu'au mois de janvier 2026, on a fait la correction, qui était avant à 151,67, en disant qu'on va, pour une date de profondeur de janvier 2025, alors là on était jusqu'à mai 2026, donc ça sera avril si c'est la DSN d'avril, en disant que l'ancienne modalité du temps de travail redevient, temps plein est annulé. Donc on vient dire que cette modalité, pendant la période du 1er février au 1er mai, donc là on fera sur la DSN d'avril, donc ça sera au 1er avril, devient en temps partiel. S'il continue, on continue la DSN. Donc le bloc 40 qui est à corriger. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de tous les blocs, je relis ce que là, mais ça sera bien sur notre DSN, d'accord? Donc là, on a mis au 31 avril, c'est jusqu'au donc 31 avril, c'est bon puisque c'est la paye d'avril. Alors, donc vous voyez que c'est assez complexe, les blocs de régule. Le plus gros problème que l'on rencontre, nous, sur nos clients, c'est surtout parce que quand on a des clients qui ont beaucoup de blocs de régule à faire avec des mouvements de personnel sur les entrées-sorties, là, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut recréer ou des changements de contrat ou c'est des multi-contrats, il faut recréer toute la chaîne de contrats de l'origine du salarié à l'origine. Donc, nous, comment on travaille, hein, le processus switch, les NDSN, en fin de compte, on va extraire, je dirais, l'ensemble des salariés et la situation de leur DSN pour les comparer à la CRM 124. Hein, ça veut dire qu'on va extraire sur nos fichiers de contrôle, de calcul de plafond, les gens pour vérifier qu'on les retrouve bien en CRM 124. Pour tous ceux qu'on va avoir une anomalie, on va générer une matrice de correction. Ça veut dire qu'on va ressortir une matrice qui dit la situation de la DSN sur les périodes concernées de ces gens-là. Donc, ça veut dire qu'on va lister, en gros, le salarié, son contrat, sa période de rattachement et ce qui a été déclaré, soit en jour calendaire ou soit en bloc, etc. On va y corriger dans cette matrice, dire quelle est la valeur qui doit être corrigée, et on va intégrer ces blocs de régule dans notre logiciel. Donc, vous devez intégrer ces écarts soit dans votre logiciel ou les intégrer dans un DSN pour qu'on puisse faire les blocs de régule. Donc, soit vous avez bien constaté les écarts dans une matrice, soit votre éditeur est capable d'intégrer cette matrice pour générer les blocs de régule sur votre DSN du mois, soit nous, dans ces cas-là, vous déposerez votre DSN du mois d'avril à la fin de votre paye et on régénérera la DSN du mois d'avril en intégrant les corrections effectuées pour faire les blocs de régule. Donc, contrôle, nous, bien sûr, avant, on aura fait un contrôle de résultat d'intégration, ça veut dire qu'on aura contrôlé que ce que l'on va intégrer dans la DSN donne bien les bons résultats au niveau des calculs de plafond. Et après, soit vous, donc, comme je le disais, soit c'est votre logiciel de paye qui fait, soit c'est ZDSN qui fait les blocs de régule automatisés. Hein. Et on redépose dans ces cas-là la fameuse DSN corrigée en annulaire en place
sur votre environnement, notre entreprise, ou à moins que l'éditeur puisse récupérer cette DSN corrigée et l'envoyer en API derrière, ce qui est très rarement le cas. Alors, les processus les plus de ZenSense, c'est qu'on a une création de chaînage automatisé, ça veut dire qu'on n'a pas à recréer le salarié, ça veut dire qu'on corrige, on charge nous seulement l'erreur et c'est tout le système qui va se resituer à la DSN existante et qui va recréer automatiquement tous les liens si le salarié a changé et n'est plus là, s'il a changé de contrat et va recréer aussi tous les blocs intermédiaires, 50 par exemple quand c'est les jours calendaires en plus. Et on rattache bien sûr, au contrat d'origine avec bien sûr la bonne période de rattachement et la bonne période de régularisation, donc un temps énorme puisque en fin de compte, vous n'avez qu'une matrice à faire qui dit quelle est la valeur à corriger. Alors, si c'est les jours calendaires, on corrige les jours calendaires. Si c'est la valeur des plafonds de 78, on corrige les 78. Si c'est le 41, on peut faire aussi des interventions, mais là, on conseille plutôt de faire intervenir les logiciels de paye. Mais normalement, on répond à, je vais dire, 90% des corrections aujourd'hui, des blocs de régule que l'on rencontre. Je ne voudrais pas dire 99%, je vais dire 90%, parce qu'on va toujours me sortir un cas qu'on n'a pas pu traiter pour des multiples raisons. Peut-être également, éventuellement, qu'il y a d'autres problèmes dans la DSN qui recréent encore des problèmes. Parce qu'il y a aussi des fois des blocs de régule qui se chevauchent, qui recréent encore des blocs de régule. Donc, la difficulté est plus longue à régler. Et des fois, il faut faire plusieurs blocs de régule pour régulariser une situation. Alors, c'est très, très exceptionnel, mais vu la DSN, c'est assez complexe des fois. Alors, la DSN de substitution sur 2026, à quoi s'attendre en 2027? Bon, bien sûr, 2026 est qu'un test. Vous avez bien vu que je vous ai expliqué qu'il n'y avait que 2 CRM qui étaient en DSN de substitution avec une limite des populations. Donc, cette limite de population, elle va s'éteindre. Ça veut dire que ça va être sur tous les cas, comme un peu fait la caisse de retraite qui recalcule tous les plafonds, d'accord? Mais derrière, il y a des nouvelles CRM qui arrivent, 119, 120. On va avoir... Ils ont amélioré l'écart du montant des nettes sociales avec l'intégration des JJSS dans la DSN. Vous savez qu'on avait souvent un écart en CRM qui disait qu'il y avait une différence de 20%. C'était souvent lié à des subrogations d'IJSS. Donc ça, comme maintenant elle est en DSN, cet écart ne devrait plus exister. Donc vous risquez d'avoir cette fameux contrôle de CRM, risque demain peut-être d'être en DSN de substitution s'il y a une erreur. Donc là, conséquence sur le salarié. Quelque chose de très important, aujourd'hui, toutes les valeurs pour recalculer le SMIC dans la RGDU ou pour recalculer le fameux SMIC qui sert au calcul des réductions, toutes les zones doivent être alimentées depuis le mois de janvier. Si ces zones-là ne sont pas alimentées, c'est ce qu'on constate nous encore sur certains logiciels, ça crée des écarts de calcul de SMIC. Il faut savoir que ça va être une CRM de rappel qui va arriver au mois de septembre et qu'on pense qu'elle sera lieu peut-être en DSN de substitution puisque c'est éventuellement des rappels d'erreurs de calcul de SMIC, donc de calcul de réduction. Pareil pour le DEM. Il y a souvent des écarts aussi en CRM entre le DIDA, qui est la mémoire qui dit quel est l'individuel qui va en agréger, pour le versement mobilité qui va sûrement être mis en place aussi. Le versement additionnel que vous avez vu. On a des sommes d'assiettes d'assurance vieillesse aussi qui sont actuellement prévues en contrôle de CRM pour le droit commun à 15,45. On a des incohérences de taux de cotisation pour les cotisations assurance vieillesse. On a les incohérences de modalités de temps de travail et de quotidien de travail, temps partiel, temps complet. Donc ça va être des contrôles supplémentaires qui vont arriver avec éventuellement peut-être de la substitution. On n'a pas encore tous les détails, mais ces contrôles arrivent en septembre 2026. Donc, ça ne sera peut-être pas 2027, je ne peux pas assurer qu'ils seront en substitution, mais si les contrôles arrivent, c'est pour un jour être substituable. Donc, détection des dates de début de période en bloc 51, des montants individuels aussi d'aide à domicile incomplets, ça aussi ils vont arriver. Alors, il y en a qui arrivent de fur et à mesure. Nous, on les paramètre dans notre logiciel pour qu'ils soient déjà testés avant septembre 2026 dans nos contrôles de cohérence en amont. C'est-à-dire que nous, on est plutôt en anticipation. Tous les contrôles de cohérence de l'administration sont développés dans notre outil en amont des CRM, ce qui évite justement d'avoir les CRM derrière. Alors, je le disais, la DSN, ça devient un enjeu incontournable. On ne peut plus jouer avec la DSN, on ne peut plus ignorer ce que l'on envoie en DSN. Ça va servir aujourd'hui pour faire des contrôles, des régularisations. La DSN de substitution arrive. Les incohérences de MNS d'identité, vous avez vu les problèmes avec la MS, la 121 concernant l'identité qui commence à poser des problèmes. Vous avez les évolutions l'année prochaine avec le SPST, d'accord, la santé au travail, parce qu'on va rajouter des choses. L'IJSS qui est rajouté.
on augmente énormément les données en DSN. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut des outils pour contrôler la DSN, pour savoir si on envoie bien tous les éléments. Et ça devient un enjeu important de fiabiliser le DSN. Ce n'était pas un enjeu qui était remonté encore tout de suite. Il y a encore 2-3 ans, moi je me bats depuis 2019 sur le sujet, même 2017, puisque je faisais des audits en 2017. Je pense que maintenant, on ne peut plus passer à côté parce que ça sera des courriers, de la perte de temps au niveau des services de paye à répondre à des courriers, à analyser des problèmes si on n'anticipe pas les contrôles en amont d'avoir validé la paye. C'est bien pour ça qu'on existe, c'est bien de contrôler en amont d'avoir validé la paye vos DSN avec tous les contrôles qui vont exister en CRM ensuite, puisque nous, on développe bien sûr les CRM, plus d'autres contrôles complémentaires comme le recalcul des réductions, des caisses de retraite, etc. Donc, la réponse de ZenDSN dans tout ça, c'est que moi, j'insiste sur le fait qu'il faut que vous sensibilisiez. Alors, j'insiste une chose, vous êtes souvent des équipes de paye, il faut que vous remontiez l'information du temps que ça consacre, du risque consacré avec tout ce qui se passe. Alors, c'est vrai que l'administration avance, elle avance doucement parce que c'est compliqué quand même la DSN, et puis il ne faut pas qu'ils se trompent, mais vous voyez qu'ils avancent, la DSN de substitution arrive, il y a 2 contrôles, ça va grandir dans les années qui viennent avec de plus en plus de choses. Je vais parler tout à l'heure un peu de reporting. Donc, nous, notre réponse à cet enjeu, c'est vraiment d'avoir un vrai outil performant qui contrôle automatiquement, dès que vous déposez une DSN de test, avant la validation de la paye, les DSN pour éviter d'envoyer des anomalies qui vont vous déclencher des CRM pour après encore faire des blocs de régule ou des régularisations du passé. Ça, c'est réellement le but. C'est dans le problème, dans le schéma de la paye, on lance une paye ou des lots de paye, on lance une DSN de test, on contrôle sur ZenDSN, on corrige et à la fin, avant de valider, on fait une dernière lot de DSN et bon, on prend des risques sur certaines anomalies, on sait qu'on les aura en CRM, on aura des blocs, on n'a pas le temps de corriger, mais on maîtrise notre DSN et de savoir ce qu'on attend en CRM. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déposé votre DSN réel, on va aller chercher, si vous nous donnez les droits, sur votre environnement net entreprise, par API, toutes vos CRM de compte rendu de métier pour vous les redonner à disposition dans l'environnement de ZenDSN avec quelque chose de lisible très facilement et aussi un rapprochement avec nos contrôles de cohérence pour que vous dire attention, cette anomalie-là en CRM, si vous aviez gardé nos contrôles en amont, vous auriez dû la corriger bien avant. Donc, c'est vraiment en cercle vertueux. Le but, c'est qu'à la fin, il n'y a plus de CRM. Moins vous aurez de CRM, moins vous perdrez de temps, moins vous ferez de blocs de régule, moins vous aurez de problèmes de régularisation de paye. Et puis, nous, derrière, on peut aller jusqu'à l'assistance à faire les blocs de régule. J'insiste bien que les blocs de régule doivent être faits en priorité toute l'année dans le logiciel de paye. Mais si à la fin de l'année ou pour des années précédentes, le logiciel de paye n'est pas capable de faire vos blocs de régule, nous sommes là pour intégrer des blocs de régule dans les DSN d'un mois pour corriger les anomalies. Alors, aujourd'hui, l'enjeu, il est aussi important au niveau des RH. C'est pour ça que j'insiste aussi au niveau RH et contrôle de gestion. La DSN est une super BI. Quand on parle de BI, c'est une super base de données qui est normée, puisque que vous soyez sur un logiciel de paye ou un autre, sur une convention collective ou un autre, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans les associations, partout, la DSN, elle est normée. C'est toujours les mêmes codes. Donc, vous avez déjà une codification unique. Si vous avez plusieurs logiciels de paye, plusieurs conventions collectives, plusieurs plans de paye, vous avez déjà un final qui est la DSN, qui est une base correcte. D'accord? Nous, après, on peut y réintégrer des données supplémentaires. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, la future loi qui va remplacer l'égalité femmes-hommes, sur les 7 indicateurs, il y en a 6 qui sortent de la DSN. Donc, la première, c'est pas de contrôler votre paye si c'est bonne, c'est de contrôler que tous les éléments qui vont servir à calculer les nouveaux indicateurs concernant l'égalité femmes-hommes entre eux, c'est qu'elles soient bien envoyées en DSN, puisque sinon, vous aurez des écarts. Et donc, on voit bien que l'administration va utiliser aussi la DSN pour des analyses de KPI, que ça soit là pour l'égalité, mais je vous rappelle que la BDESE qui est donnée à vos CSE, s'il y a une contestation, les CSE demandent la DSN pour contrôler les indicateurs que vous mettez en BDSE. Donc, faites votre BDSE à partir de la DSN. Donc, il est important de maîtriser votre DSN, la maîtriser, la corriger et l'utiliser après pour tout ce qui est le reporting et tout ce qui est communication. Donc, c'est bien sûr, c'est ce que l'on fait dans notre outil. Donc, le module de CRM, je vous en ai parlé, ça y est, maintenant on décrypte, on compare, donc ça fait gagner du temps énormément puisqu'on va jusqu'au bloc de régule.
Je dirais pour finir, avant de passer aux questions, il nous reste encore une dizaine de minutes. Bon, ZenDSN, nous traitons des gros volumes de paie comme des petits volumes. Nous sommes en double authentification, en intégration SSO, ça c'est pour les grosses entreprises. Nous sommes hébergés en France. Nous avons la conformité RGPD. Nous sommes ISO 27001. Nous venons de passer un audit interne qui s'est très bien passé. Nous avons des contrôles de cybersécurité qui s'est bien passé aussi. Notre plateforme est disponible au niveau logiciel 24 heures sur 24. Nous avons une vraie hotline utilisateur par des experts de paye en jour ouvré. Vous avez une question, ils vont vous répondre. C'est des spécialistes de paye, des spécialistes de la DSN. Il y a même des juristes chez nous qui peuvent vous aider sur certaines questions. Bien sûr, nous sommes multi-utilisateurs avec des habilitations, des profils utilisateurs et éventuellement jusqu'à l'anonymisation quand on est dans le reporting pour éviter des données. Bien sûr, gestion multigroupe, etc. Chose importante, et ça j'insiste, nous sommes des indépendants et nous avons, donc ça c'est un atout majeur. Un logiciel de paye ne peut pas être son propre logiciel de paye. J'insiste, quand vous êtes comptable, vous avez toujours un commissaire aux comptes qui va valider vos comptes. Pourquoi? Parce qu'il est indépendant. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un commissaire aux comptes dans les textes, parce que si vous validez vous-même vos comptes, c'est trop facile. C'est pareil, la DSN, un logiciel ne peut pas valider quelque chose qu'il a en anomalie. Il ne va pas vous sortir ces anomalies s'il fait faire. Donc, il faut une indépendance totale. Et nous, on le constate bien, puisqu'on a des concurrents dans ce type-là. Il faut un regard objectif, quelqu'un qui est impartial, qui est plutôt dans votre sens. On est là pour être indépendant. Donc, un contrôle réalisé en dehors des logiciels de paye et des organismes, pas de dépendance de l'URSSAF, des caisses de retraite. Nous sommes complètement indépendants. Le but, c'est d'avoir une DSN propre, que vous n'ayez pas de soucis derrière, que vous gagnez du temps, qu'il n'y ait pas de problème de financier dans l'entreprise, pas de problèmes sociaux, etc. Donc, on va à des détections des anomalies très, très fines. On recalcule les charges sociales. Là, ça y est, on vient de développer et on commence à mettre en production le contrôle des mutuelles et prévoyances. Une agilité, bien sûr, d'adaptation. Nous allons très vite dès qu'il y a des corrections. La réglementation, nous sommes toujours en avance sur tous les textes. Aujourd'hui, on recalcule le SMIC dans notre RGDU pour vérifier que le SMIC qui est recalculé à partir des nouvelles zones est bien calculé. Donc, voilà un petit peu une interface simple quand vous êtes multi-dossier, voir tout de suite en instructeur quand vous êtes chargé, les DSN chargés, les anomalies sur CRM, si elles sont bonnes, pas bonnes, le DSN Val, s'il est bon, tous nos contrôles des cohérences avec le nombre d'anomalies, les réductions avec des couleurs, si c'est rouge, il y a un risque, si c'est bleu, c'est que vous avez trop payé, déclaratif, pareil. Le contrôle de l'individuel et agrégé, très important. Nous avons encore beaucoup d'écarts dans tous les dossiers entre la déclaration individuelle et la déclaration agrégée qui commence à faire des remontées des URSSAF. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a le contrôle des retraites complémentaires. On fait le DSN fiable, on recalcule comme la GERCARCO, mais aussi on fait bien de l'IRCANTEC, des caisses de fonction publique. Et là, il y a un nouveau onglet que l'on commence à mettre, puisqu'on commence à le mettre sur certains dossiers, qui est le contrôle des mutuelles et prévoyances en intégrant les FPOC, les fiches de prévoyance, de paramétrage des prévoyances. Donc voilà un petit peu. Il est 11h43, très bien, on a un peu de temps. Je suis disponible éventuellement à quelques questions. Je te propose, Cécile, de reprendre la main et éventuellement me faire une petite synthèse des questions. Et sinon, oui, on est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter sur les coordonnées que vous avez ici pour avoir plus d'informations. Oui, merci Alain pour la présentation. On a pas mal de questions. Je vais les prendre par ordre d'arrivée. On va commencer par la question de Séverine qui nous demande à quel endroit sur l'URSSAF ou sur Net Entreprise nous pouvons voir les CRM 120 et 124 avec les anomalies. Normalement, c'est sur Oxy. Alors, vous les avez dans votre environnement, c'est CRM. Alors, j'ai pas le lien tout de suite, il aurait fallu que je demande à Ziad ou quelqu'un, mais on pourra répondre. Ce que je te propose, tu prends son mail et puis on va lui envoyer par mail le lien, d'accord? Et puis on peut peut-être le mettre à tout le monde, d'accord? Mais il faut aller vraiment dans votre environnement Net Entreprise. Si vous devez avoir un environnement qui s'appelle compte rendu métier CRM, compte rendu de DSN, et normalement, vous les retrouvez en dessous. Donc, pour celle de la CRM de rappel, allez sur votre environnement de février ou mars, je ne me rappelle plus, mais sûrement tous les mois, vous devez l'avoir. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive qui m'entend? Dans les URSSAF, suivi DSN. Et dans les URSSAF, suivi DSN, vous pouvez l'avoir aussi. Il faut l'activer. Il faut l'activer aussi, on me dit. C'est-à-dire qu'il faut activer dans votre environnement, suivi DSN, et là, vous aurez toutes les CRM en plus. Parfait, merci Alain. Une deuxième question de Séverine. Si on est OK sur FIAB DSN, c'est que nous n'avons pas d'anomalie? Alors, FIAB DSN, c'est les caisses de retraite. C'est que vous n'avez pas d'anomalie.
Bah, normalement, oui, mais c'est pas sûr que, vous savez, les programmes de l'URSSAF et les programmes de la GERCARCO ou de Fiat DSN, qui est la GERCARCO souvent, des fois, ils ont c'est des programmes informatiques. Donc, il peut y avoir, moi, je vous conseille de quand même regarder si vous n'avez pas une CRM 124. Il peut y avoir des divergences vous savez, tout informaticien, même nous, je dirais pas qu'on est bon à 100%, hein, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir, nous, des rapprochements. On peut avoir aussi une anomalie. La paye, c'est complexe. Donc, dans des cas particuliers, il peut y avoir un écart entre les deux. Et je sais qu'ils se rapprochent. C'est pour ça que demain, il n'y aura qu'une CRM globale pour justement que le programme soit le même des deux côtés. Mais actuellement, c'est deux programmes différents. Vous avez un programme par les AGERCARCO, par les caisses de retraite et un programme par l'URSSAF. C'est bien ce qui est prévu pour 2028, d'avoir qu'un seul CRM global. Donc, ça sera calculé pour tout le monde de la même façon. Donc, moi, je vous conseille quand même de regarder. C'est pas parce que DSN fiable, il n'y a pas d'anomalie que vous ne pouvez pas avoir une CRM de rappel par l'URSSAF. Merci Alain. Une question d'Aurélie. Pour la DSN substitution 2027, vont-ils regarder les anomalies autres que les DIPA 01i et DIPA 01i? Ah, pour l'année 2027, oui. Ou vont-ils se concentrer sur les anomalies 2026? Non, non. Alors, ils vont se consacrer sur les CRM 2026 de 119, 120. Mais en DSN de rappel, il risque d'y avoir, vous avez vu, il y a 173 contrôles de cohérence sur 119, 120, sans celles qui vont revenir encore en septembre. Ils vont augmenter en CRM de rappel ce volume. Ça veut dire on ne va pas rester aux deux CRM qui sont actuellement existantes. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Lesquels, je pense qu'on le saura un peu plus au mois de septembre, je pense. Mais je pense que le contrôle du SMIC va être dedans. Ça, c'est mon avis parce que c'est une donnée importante pour tout ce qui est contrôle des réductions, etc. Donc, il risque d'y avoir. Alors, déjà, les deux DIPA vont être complétés par par les exclusions actuelles, puisqu'il y a des exclusions, hein, puisqu'ils ne pouvaient pas tout analyser. Mais en plus, je pense qu'il y aura d'autres CRM qui seront dans la CRM de rappel. Alors, on en saura un peu plus en 2026, mais c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, on sort en anomalie, il faut corriger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment corriger toutes les anomalies. Probablement, un jour, ça nous tombera sur la tête ou deux. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a une anomalie qu'ils ne peuvent pas revenir par un contrôle autre que CRM. Hein. L'URSSAF ne va pas s'arrêter à faire des contrôles que par rapport au CRM. Elle peut faire aussi toujours des contrôles de la même façon. Et donc, s'il y a des autres anomalies, elles peuvent venir vérifier sans générer des CRM, je pense. Merci Alain. J'ai une question de Muriel. Alors, je lui avais demandé de reformuler parce que je ne suis pas sûre, mais je vous la lis. J'ai un salarié en absence non payée. En janvier 2026, j'ai passé des indemnités prévoyance en régularisation. Le nombre de 30 est supérieur à 30. C'est là que j'ai un doute. L'URSSAF considère que c'est une anomalie. Je leur écris et l'anomalie est maintenue. Comment faire? Le problème, c'est que oui, c'est une anomalie parce que vous devez rattacher le nombre de périodes de rattachement par rapport à la période qui concerne c'est tout le problème des périodes de rattachement concernant le nombre de jours calendaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un bloc qui est par période de rattachement. C'est le cas qu'on on a souvent, c'est que quand vous avez des gens, par exemple, qui sont rentrés le 28 décembre, que votre paye était clôturée et que vous faites en janvier la paye depuis le 28 décembre. Et généralement, donc dans ces cas-là, vous avez 28, 29, 30, 31 décembre, 4 jours, plus les 31 jours du mois de janvier. Donc généralement, les logiciels, ils envoient 35 jours. Pendant que l'administration va vous dire, c'est pas possible, vous devez envoyer que 31 jours. Parce que vous auriez dû envoyer 31 jours sur janvier et dire qu'il y a 4 jours qui sont en période de rattachement en jours calendaires qui sont du mois de décembre. Et c'est souvent cette anomalie-là qui existe. Ça veut dire que c'est tout le problème de la date de la période de rattachement et ils veulent rien savoir parce que c'est informatique. Donc à un moment donné, le seul moyen de s'en sortir, c'est de remettre la période de jour de plafond sur la période de rattachement d'origine. Merci Alain. Je crois, je prends juste parce que j'ai un complément de la part d'Aurélie par rapport au contrôle DSN substitution 2027. Qui nous demandent, oui, mais est-ce qu'ils vont demander de corriger les anomalies 2025 qui n'ont pas été contrôlées? Ah non, je ne pense pas qu'ils reviendront sur 2025 en 2027. Ça sera les anomalies de 2026. 2025, c'est là la DSN de substitution. Donc, pour moi, il n'y a pas dans les CRM aujourd'hui 124. Donc, on n'a pas vu, nous, il n'y a que l'année 2025. Il n'y a pas l'année 2024 dans la CRM 124 de cette année. D'accord? Donc, je pense que la CRM 124 de 2027 sera que les données de 2026. Merci. Une question d'Heidi. Cas embauche effet rétroactif février 2026 plus mars 2026 sur mars.
En paye, données rappel avec rattachement février 2026. En DSN s'accumule en une ligne ces deux périodes et anomalie du nombre de C'est ce que je viens calendaires d'expliquer. DSS. Est-ce C'est que comme tout à l'éditeur l'heure. est-ce Alors, que quand c'est l'éditeur l'année. peut corriger pour faire deux lignes de Alors, mois moi, ça ne sert à rien parce qu'en recomblement, ça devrait être bon, d'accord, puisqu'à la fin de l'année, il y aura bien un total de jours de plafond. C'est surtout quand on change d'année civile qu'il faut corriger. Alors, on a souvent ça dans les rapports de CRM, c'est que vous avez un mois, vous n'êtes pas bon sur le plafond, puis le mois d'après, c'est bon. C'est le cumul du plafond de l'année. Hein. On ne va pas s'amuser à faire des blocs de régule pour régulariser des plus et des moins d'un mois sur l'autre pour à la fin que ce soit bon. Hein. Alors ça, c'est le problème qu'on a aussi sur des SN fiables des fois, où c'est qu'on a des anomalies tous les mois, puis à la fin de l'année, en fin de compte, non, il n'y a plus d'anomalies parce que ça s'est recomblé avec l'histoire du recomblement. C'est le problème de faire du contrôle de jour de plafond tous les mois avec l'histoire du recomblement. Si à la fin d'année, notre plafond, qu'on calcule le nombre total de jours de calendaire par le plafond et que ça donne bien le plafond qui est en 78, même s'il y a eu des variations d'un mois sur l'autre, moi, aujourd'hui, même s'il y avait une DSN de substitution sur ça, ça n'aurait aucune conséquence au niveau du salarié sur ses droits, puisqu'à la fin, le plafond est bon, et sur les cotisations, puisque votre plafond est bon quand même. Donc, moi, je ne corrige pas. Heureusement, parce que là, on ne s'en sortirait plus, parce que tous les cas spécifiques. Par contre, c'est quand il y a un changement d'année civile que ça pose un problème. Merci Alain. Une question de Patricia. Salarié qui passe à temps partiel en cours de mois, comment le changement se traduit en DSN? Alors ça, c'est un des soucis. Normalement, vous devez faire, c'est toujours le problème, c'est qu'on a des périodes qui traitent. Alors, j'ai pas la réponse tout de suite, mais moi, mon souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent traité sur un mois complet. Donc déjà, de faire des changements de temps partiel en cours d'année, essayez de négocier avec vos DRH de ne pas vous faire ça, d'accord, en cours de mois. Je crois qu'on est obligé de faire comme on a deux blocs. En fin de compte, on a deux. Normalement, on devrait avoir deux parties de la paye qui soient faites en deux fois. En fin de compte, la partie en temps complet pour un temps et la partie en temps partiel avec un bloc 41 qui corrige à partir du 15 janvier, par exemple, etc. Et au niveau de la paye, il faudrait clairement identifier les deux périodes pour qu'il n'y ait pas de problème sur le cumul. Parce que si en plus il est absent sur la période qui est en temps partiel, ça n'a pas les mêmes conséquences que si c'est l'absence, s'il est sur la période de temps plein. Donc là, si c'est un client qui pose à notre service hotline, il va vous dire que si ce n'est pas un client, on essaye de se renseigner, puis on répond à la personne. Merci Alain. Une question de Frédéric. Bonjour, nous avons souvent l'écart entre le montant net social déclaré et calculé pour nos salariés absents tout le mois, mais à qui nous prélevons tout de même la cotisation mutuelle. Que faire? Qui fait que le montant du net social est négatif. Alors dans ces cas-là, ça veut dire, c'est ça? Alors, nous avons souvent l'écart entre le montant net social déclaré non, et calculé pour les salariés absents tout le mois, mais à qui nous prélevons tout de même la cotisation mutuelle. Oui, mais ça ne joue pas dans le montant. Ouais, donc ils se retrouvent avec un montant net social négatif. Oui, c'est encore un cas qui aujourd'hui en DSN est maltraité. Donc aujourd'hui, c'est peut-être encore des exceptions en cas. Je vois bien parce que j'ai fait des payes aussi de temps en temps sur le TZ et j'ai ce cas-là. Je ne sais plus comment s'ils sortent quelque chose en montant de net social. Je crois que le montant de net social n'est pas corrigé dans ces cas-là. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. C'est trop pointu. Pareil, note la question, puis on posera la question à mes collaborateurs. Ça ne marche, pas de souci. C'est trop pointu, là. Une question de Marie-Laure. Devons-nous corriger les CRM avec un statut OK avec avertissement dans notre outil paye? Je ne comprends pas. Des CRM dans votre outil de paye. Il y a des CRM qui ont un statut OK avec avertissement. Moi, s'il y a un avertissement, c'est qu'il y a un problème de CRM. Donc, on ne peut pas avoir un OK avec un avertissement. C'est comme le DSN Val. Le DSN Val, vous avez le rouge à POSPA, puis vous avez l'orange. Mais l'orange, il faut quand même corriger. C'est pas parce que c'est orange que ça ne doit pas être corrigé. Donc, je ne comprends pas trop cette anomalie-là qui sort de l'éditeur, parce que la CRM, elle est soit OK. Moi, j'en ai des CRM, c'est soit OK, soit il y a des anomalies. Un avertissement, je ne sais pas ce que c'est comme avertissement, je ne connais pas. Mais s'il y a un avertissement, c'est qu'il y a une correction à faire. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Alors après, peut-être que c'est un avertissement parce qu'il considère qu'il y a peut-être une anomalie et qu'elle n'est pas. Il faut revérifier si elle est vraiment existante. Si c'est qu'un programme informatique qui dit qu'il y a un avertissement parce qu'il n'est pas sûr de l'anomalie, c'est comme nous quand on fait la liste des contrôles de cohérence et qu'on liste les BOTH.
on ne peut pas savoir si vous avez bien déclaré tous les BOTH. On les liste pour que vous puissiez contrôler que vous avez bien tout déclaré. Moi, je ne suis pas capable de vous dire si vous avez bien déclaré tout. Alors, c'est peut-être le même cas, et dans ces cas-là, faut regarder l'avertissement. Il faut quand même le lire et vérifier que cet avertissement est concret ou c'est seulement un problème informatique et qu'il n'y a pas de conséquences dans la DSN. Merci Alain. On a fait le tour des questions. Je vous remercie d'assister à cet webinaire. Nous sommes sur le salon SIRH à Paris, porte de Versailles, le 8 et le 9 avril. Si vous n'hésitez pas à prendre des rendez-vous parce que nous ferons, alors attention parce qu'on ne pourra pas faire tout le monde des démos, mais nous ferons des présentations de notre produit. Nous faisons aussi une intervention dans un atelier concernant le nouvel indicateur pour l'égalité. N'hésitez pas, vous pouvez nous voir. On est au salon SIRH Porte de Versailles du 8 au 9 avril pendant 2 jours. Et je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un test, qu'on vous rentre plus dans le détail et si vous voulez qu'on vous présente la solution. Merci à vous et j'espère à très bientôt. Merci à tous, bonne journée.